Je suis le seul à arriver sans crayon et sans papier. Ah oui. Deux Non, dans, dans les catacombes. mais c'est pas lire, c'est ça. Ah, ils sont pas arrivés, là, les Parisiens, les cinéastes. Mais non, ils sont pas là, alors ça, on est bien embêtés. Tu vois, d'abord on s'est moqué. Ça, c'est parce que vous restez sur le côté pragmatique. Pratique. Bon, on va commencer. Et après, je voulais aussi vous raconter un peu un groupe parallèle que je coordonne à Florence, dans un quartier périphérique de Florence, mais qui est beaucoup plus avancé parce que ça fait quand même 3 ans qu'on travaille ensemble. C'est un groupe qui se développe dans un quartier un peu l'équivalent d'un quartier comme celui-ci, hein, un quartier tout à fait construit, avec des HLM, pensé de façon soi-disant pratique, utilitariste, etc. Parce qu'à Florence, il s'est passé un phénomène assez particulier, c'est-à-dire que le centre-ville, il est devenu une sorte de musée mort dans lequel les Florentins presque ne vivent plus là-dedans. Et ils sont donc sortis du quartier central de Florence, tous l'université, les palais de justice, certains hôpitaux, n'est-ce pas, et ils sont construits des quartiers comme ça, issus de nulle part. Alors, on mène depuis 3 ans un travail de recherche, mais qu'on est déjà dans la phase pratique, c'est-à-dire qu'on travaille aussi par rapport au quartier, hein, qui est, bon voilà, c'est jumelé, c'est pareil de ce qu'on est en train de faire ici, bon, mis à part les temps, hein, que ça fait longtemps. Et donc je vais vous raconter après un tout petit peu où nous en sommes, parce que c'est très intéressant. Par rapport à la question des formes organiques, etc., on est déjà en train on est en capacité de travailler par rapport aux habitants du quartier. Alors bon, je vais vous raconter un tout petit peu comment ça se passe. C'est à partir d'un noyau aussi comme celui-ci, un noyau issu d'un séminaire, qui a continué ce travail-là dans le sens de la recherche de ce qu'on nomme une organicité, etc. Et axé sur l'art aussi. Hein, c'est-à-dire l'art comme l'axe accès à la compréhensibilité de l'époque, les formes, bon, vous voyez comme ici, avec quelques différences, parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai commencé à travailler dans un quartier de Florence, c'est peut-être beaucoup plus cool que travailler dans un quartier d'Amiens ou de la périphérie de Paris. Hein, c'est-à-dire on fait des expériences un peu, on filme, on fait des... Par exemple, dans un endroit où on a vu que les gens passent sans jamais s'arrêter, on met un comédien là, avec une caméra cachée loin, et normalement personne ne s'arrête là. Il y a un mec là debout, non, qui ne bouge pas. Et alors donc on filme qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? On a demandé à 350 habitants du quartier de se dessiner sur des cartes du quartier leur mode de circulation, comment ils circulent. Et alors on projette ça dans des énormes écrans géants, et à côté des images de fourmilières, non? C'est-à-dire comment on circule, l'idée de... Il n'y a aucun message pour le moment, non? C'est l'idée de, à travers des formes artistiques, créer une turbulence, non? Mais cette idée de... La vérité, c'est qu'on circule, non? Chose que, prime abord, n'est pas évident. Prime abord, dans l'idéologie comme ça de l'homme moderne, postmoderne encore plus, il y a une liberté, je vais où je vais. Et donc, on montre par exemple ça, simplement, cette circulation archidisciplinaire. Alors les gens ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez dire? On ne veut rien dire du tout. Ce qu'on est en train de créer, c'est une turbulence qui permet que des gens viennent, par exemple, on a mis un photomaton
film. Alors les gens ils racontent des morceaux de leur vie dans ces quartiers de Florence, qui est construit sur l'ex-Fiat. Non, c'est vraiment la postmodernité totale. Non, c'est-à-dire que là où l'industrie est disparue, où la classe ouvrière s'est effondrée, etc., là on a construit ce truc-là. Alors bon, je vais vous parler un peu. La seule différence, effectivement, c'est énorme. C'est que quand vous arrivez dans un quartier italien, mais même en Sicile, hein, vous arrivez un peu... C'est l'endroit où, une fois on a eu des problèmes, c'était à Naples, parce que la Camorra n'avait pas bien compris qu'est-ce qu'on faisait, mais bon, on se réunit avec, tout allait bien, non? Mais au fait, quand vous arrivez en Italie dans un quartier comme ça, il n'y a pas la violence immédiate qu'il peut y avoir en France, non? Mais bon, ça c'est aussi une donnée, non, pour travailler, hein, c'est-à-dire cette violence comme un symptôme de la cassure de tout lien organique, hein, qu'une fois encore on essaie de les pister par rapport aux formes artistiques, aux formes urbanistiques, aux formes de circulation, non? Bon, là maintenant on va faire un saut en arrière avec des formes plus identifiables, avec Norbert. Ouais. La dernière fois, on vous avait parlé du Moyen-Âge, de la Renaissance, et Karine avait commencé à parler du baroque. Et moi, je n'avais pas pu vous montrer les images de cette période-là. Donc c'est ce que je vais faire ce soir. Et puis la fois d'après, on reprendra avec Karine sur la suite, c'est-à-dire toute la période rococo, classique, et classique qui s'appelle en peinture le néoclassicisme, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis le romantisme. Voilà. Donc là, je commence par une image un tableau de Philippe de Champaigne qui date de 1848 et qui est une vanité. Voilà. Alors, j'avais terminé, moi, en ce qui me concerne, la dernière fois sur le maniérisme. Je vous avais montré le maniérisme que je qualifiais vraiment la dernière période de la Renaissance, avec une idée où on essayait des choses nouvelles, on essayait de sortir un petit peu du classicisme, de Rubens, je suis embrouillé ce soir, de Raphaël, pardon. Je vous avais montré des tableaux de Gréco, notamment, il y avait un accent sur la lumière, sur la couleur, très important, avec des déformations de corps, avec des choses comme ça. Le baroque, quelque part, va poursuivre un petit peu, en tout cas sur la lumière et sur la couleur, ce qui avait été commencé par le maniérisme, même si les artistes de l'époque ils pensent être complètement en rupture, c'est pas tout à fait le cas, il y a une continuité en tout cas sur cette recherche de la lumière et de la couleur. Par contre, l'extrême déformation des corps, l'aspect un peu superficiel qu'on pouvait avoir sur certaines périodes, certaines peintures maniéristes, ça c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout dans l'époque baroque. L'époque baroque, elle commence aussi d'un point de vue historique avec quelque chose qui s'appelle le Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est un concile, donc c'est tous les archevêques, les anciens, les cardinaux qui se réunissent pour essayer de construire la contre-réforme, qui va s'appeler la contre-réforme. La contre-réforme, pourquoi? Parce qu'il y a la réforme protestante qui est en place depuis un moment, notamment sur toute la période maniériste. Et c'est important pour les images parce que le protestantisme, il est vraiment iconoclaste. Les images, elles sont jugées pas, je sais pas comment dire, mais en tout cas, la peinture n'a pas lieu d'être dans les temples protestants et tout ça. Je voulais juste, par rapport à la réforme, Ouais. par rapport à l'époque, ce qu'on va voir là par cette va-et-vient par rapport au maniérisme que tu commences à présenter, il faut voir quand même que pour les protestantismes et la réforme, ce qu'après on va appeler le protestantisme, la réforme est un essai d'une scission de l'Église chrétienne pour s'adapter aux formes économiques, des productions, des rapports, aux formes nouvelles. Non? Alors donc, il y a une critique radicale de l'Église de Rome, mais je vous avais dit un tout petit peu, Luther, lui il dit par exemple, par rapport aux formes, à quoi ça renvoie ce que je suis en train de vivre. Alors il dit, l'histoire
a des lois, vous voyez, et ces lois-là, les hommes peuvent les connaître. Hein. C'est-à-dire que quand même, par rapport à ça, il y a quelque chose de mystère que l'Église de Rome pose comme préalable du dogme. Il y a un dévoilement de mystère, hein, avec une foi dans la capacité de l'homme de penser, de se conduire, etc. Et Luther va dire ça, et après Thomas Müntzer va dire, c'est lui qui fait les guerres de religion, que j'en connais comme ça, n'est-ce pas? Müntzer est un chef de guerre, il va dire, l'histoire a des lois, l'homme peut pas seulement les connaître, mais peut les changer, vous voyez, il peut les modifier. Donc on est là-dedans, c'est-à-dire que là, ce que Norbert commence à présenter là aujourd'hui, il faut bien se situer, on est dans un débat d'un changement vraiment du paradigme total des rapports des hommes au monde, à eux-mêmes, à l'environnement, qui est quand même une hérésie totale. Hein. Et après, ce qui est intéressant de voir, c'est quand Luther et Calvin voient les réformes devenir État, hein, être adoptées par l'État, ils vont revenir en arrière, non? Parce qu'effectivement, Luther il disait il faut lire la Bible pas en latin, il faut... Et quand ça devient État, forme d'État, religion d'État, il va revenir en arrière parce qu'il trouve quand même que c'est un peu trop dangereux, que c'est un tout petit peu... donc, il y a des différences entre eux, entre les révolutionnaires et les réformateurs, mais ce qui est très intéressant de voir, c'est ce retour en arrière, non, que la contre-réforme ne vient pas simplement de Rome, mais au sein même de la réforme, il y a ces coups de balancier où ils ont peur, hein, ils ont peur de ce qu'ils sont en train de dire. Hein, mais c'est, bon, l'homme là, il apparaît. L'homme, en tant que forme épocale, il apparaît clairement. Hein, il peut connaître, et connaître pour modifier. Non? Alors je reviens sur le Concile de Trente et l'importance pour les images. En fait, la peinture, notamment, va avoir pour mission de retourner un peu éclairer les fidèles. Et donc avec une peinture vraiment plus convaincante que purement esthétique. Ça, c'est un des paramètres importants. Il y a en architecture aussi, on va chercher la grandeur de l'église romaine encore plus. Donc voilà, ça va être de plus en plus d'églises à Rome. À la période baroque, il y a énormément d'églises qui se construisent. Donc ça veut dire aussi beaucoup de peinture pour beaucoup de peintres, parce que voilà, il fallait décorer ces images, ces églises. Donc il y a plusieurs tendances qui vont constituer le baroque. Donc je l'ai dit, la peinture plus convaincante que purement esthétique. Il y a le naturalisme du Caravage, ça je vais y revenir tout de suite, avec du coup des éclairages, des cadrages insolites, du ténébrisme, et un peu à l'opposé, pas vraiment à l'opposé, mais aussi une des autres tendances, c'est quand même aussi un retour au contenu idéalisé. Je vous avais dit que le maniérisme, il était complètement en rupture totale avec ce contenu idéalisé. On a des peintres à la période baroque qui vont revenir quelque part à un contenu classique, comme ça, avec un contenu idéalisé. On a des peintures de plus en plus théâtrales, du coup, et voilà, je vais revenir après sur mes notes, mais je vous montre, quand je parle du classicisme, c'est un... Ah, c'est pas sur celui-là. Je vous montre juste, là c'est un retour vraiment en arrière total, mais c'est deux sculptures, celle-là et celle-là, de Polyclète. Polyclète qui est un sculpteur grec de la période classique grecque. C'est-à-dire quand on parle de classicisme en peinture, en sculpture, en architecture, on fait vraiment toujours référence à cette époque qui est le 5e siècle et le 4e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, qui est la période classique. Alors dans ces sculptures, Polyclète, il avait, on ne sait pas tout sur ces trucs-là, parce que voilà, c'est très vieux, il y a des découvertes successives et tout ça, mais il avait vraiment écrit quelque chose qui s'appelait le canon, et dans lequel il avait tout étudié, les proportions du corps humain, tout mathématisé déjà, et c'est des choses qu'on retrouve à la Renaissance classique, avec notamment Raphaël, qu'on va retrouver après, avec donc le classicisme qu'on va retrouver dans l'époque baroque, avec Poussin, avec
Hannibal Carrach qu'on va voir tout à l'heure, et qu'on retrouvera après avec le néoclassicisme au 19e, et ça sera la prochaine fois. À chaque fois, ça fait référence à cette période-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une période classique, en peinture, en architecture et tout ça, c'est déjà un néoclassicisme quelque part, puisque c'est toujours ces peintures, ces sculptures-là qui sont la référence, ce travail-là qui est la référence. Ça, c'est pas une sculpture classique, dans le sens où elle est après déjà. C'est une sculpture qui s'appelle La mort du Laocoon, et qui est importante pour la période renaissante, et après pour toute l'histoire de l'art, parce qu'elle est découverte au tout début du XVIe. Alors que les statues de Polyclate, elles sont découvertes après successivement, tout ça, mais à l'époque, je ne pense pas qu'on sache réellement que c'est une sculpture qui date d'après l'époque classique, c'est-à-dire de l'époque qui s'appelle hellénistique, si on revient à l'histoire de la Grèce, mais tout ça, c'est un peu aussi, enfin, il y a quand même un contenu idéalisé dans le corps humain, enfin voilà, vous voyez, le corps n'est pas forcément très réaliste. Alors ça, c'est Grunewald, mais on va revenir après. Ça, c'est Hannibal Carrach. Je commence l'histoire du mouvement baroque par l'Italie, et après on ira en France, notamment avec le règne de Louis XIV. Mais à cette période-là, ça commence déjà un petit peu avec la fin de la Renaissance, mais on a quelque chose d'assez nouveau qui est la naissance des académies. Dans toutes les villes, il y a des académies qui naissent et où du coup les artistes discutent. C'est aussi des lieux de formation pour les jeunes peintres, etc. Et là, à cette époque-là, déjà, on commence c'est quelque chose d'assez nouveau, à parler des nouveaux en disant c'est le nouveau Intel, c'est le nouveau Michel-Ange, c'est le nouveau truc, etc. Il y a déjà des études sur des mouvements différents, et notamment deux peintres qui s'opposent, bien qu'ils n'étaient pas forcément ennemis dans la vie, mais entre Hannibal Carrach et le Caravage. Alors là, je parlais tout à l'heure du naturalisme du Caravage. On a vraiment là un exemple du naturalisme du Caravage. On a vraiment des apôtres. C'est saint Thomas qui met le doigt dans la plaie pour crois mon fils, je suis bien revenu. Et on a vraiment des apôtres qu'on avait l'habitude avant de voir un peu solennels, richement drapés, etc. Qui là, on a un costume complètement décousu, des visages ridés, des visages hâlés, enfin vraiment on essaye d'être au plus près de ce qu'aurait pu être une réalité, cette réalité de cette époque-là, enfin voilà, avec du coup des êtres, enfin voilà, c'est le naturalisme du Caravage. Et on voit déjà la lumière aussi qui est très très importante chez le Caravage. On parle du ténébrisme du Caravage, des tableaux qui sont très très noirs, enfin avec un clair-obscur extrême. À l'opposé, donc on a Hannibal Carrach, qui là, c'est à la fois complètement dans l'époque baroque, parce qu'on a une image assez pathétique, et une image où la lumière, là aussi, est importante. On voit vraiment, la lumière, le corps est complètement comme caressé par la lumière. Et en même temps, on a quand même quelque chose qui revient sur un contenu idéalisé. Contrairement au Caravage. Je vous montrerai d'autres images après. Notamment, voilà, c'est ça, c'est important, je reprends mes notes, mais il s'applique vraiment à esquiver toutes les horreurs de la souffrance et de la mort du Christ notamment. Alors, vous avez aperçu ce tableau de Grunewald qui date de l'époque d'avant, alors c'est en Allemagne, mais où là, par contre, on voit vraiment, c'est pour montrer vraiment l'opposition, le Christ dans toute son horreur le corps est complètement abîmé, complètement... Dans cette horreur. Avec Hannibal Carrach, on a vraiment quelque chose qui est... on a presque l'impression que ça dort, mais en fait, il est mort, il est bien... Hop. Un moment, il est mort. Comment ? Il est mort quelques jours. Oui, c'est vrai, Miguel. Ouais. Il est mort que quelques jours. Bon. Sur le naturalisme du Caravage,
c'est quelque chose de représenter les apôtres un peu comme ça, comme des êtres réels, en fait, quelque part. C'est quelque chose qui pouvait être considéré à l'époque comme blasphématoire et comme... blasphématoire, on va dire. Et respectueux. Alors, sur ce tableau-là, il est passé, il avait une connaissance des textes bibliques qui lui permettait vraiment de se défendre. Il y a vraiment une phrase dans la Bible qui dit « Mets mon doigt dans mon côté, tu verras, crois mon fils ». Donc du coup, il s'appuie là-dessus pour dire c'était comme ça. Mais par contre, ce tableau-là, alors là, c'est une reproduction en noir et blanc. C'est un tableau qui a été refusé et qui a été détruit pendant la guerre. Je pense que c'est pour ça qu'il nous reste que cette reproduction en noir et blanc pendant la guerre. C'est un tableau qui était à Berlin, donc je pense que ça a dû souffrir d'une quelconque explosion ou je ne sais pas quoi. Je sais pas exactement les détails, mais en tout cas, c'est un tableau qui a été détruit. Et c'est Saint Matthieu écrivant donc son évangile donc c'était une commande qu'il avait du Saint Matthieu qui devait écrire l'évangile dicté par la parole divine, donc par un ange qui devait lui dire voilà ce qu'il devait écrire, tout ça, son inspiration. Donc il a proposé cette peinture-là où on voit vraiment, pareil que tout à l'heure dans le tableau d'avant, un Saint Matthieu, on a l'impression vraiment que c'est un dur labeur, que le livre est vraiment très lourd, il est à moitié chauve, on voit pas très très bien, mais il avait même les pieds sales, enfin voilà, il est habillé pas du tout richement. Et voilà, guidé par l'ange, avec voilà, un ange d'une jeunesse, voilà, beauté, machin, et puis hop. Et il a proposé ça du coup, parce que ça a été refusé, genre irrespectueux, gna gna gna. Donc du coup, il a proposé un tableau, voilà, plus je sais pas comment dire, mais ça n'a pas grand chose à faire, voilà, acceptable. Donc ça c'est le Caravage, et je reviens après sur des tableaux de Carrache pour montrer un petit peu l'opposition, cette opposition entre le contenu idéalisé d'une part et le naturalisme de l'autre. Ça c'est le triomphe de Bacchus, peint c'est une fresque d'Annibal Carrache, et la version de Bacchus de Caravage, on est là. Donc c'est complètement différent. Voilà, là on peut retrouver vraiment les peintures de Raphaël, quoi, enfin quelque part. C'est différent de l'époque de Raphaël, mais c'est quelque chose comme ça. On voit bien que c'est voilà le Caravage. Et celle-là, qui est un Bacchus aussi de Velázquez, quelques temps plus tard. Donc après, c'est cette opposition-là, Carrache, Caravage, elle va se retrouver quelque part. Il y aura des tendances dans toute l'époque baroque. Et Velázquez, on voit qu'il a ce côté naturaliste aussi, et ce côté, on n'a pas le ténébrisme du Caravage là, mais il est plus de ce côté-là que du côté classique de Carrache. Là, je vous montre d'autres peintures d'Annibal Carrache, je ne vais pas toutes les commenter, mais voilà. Et celle-ci. Et alors ça, c'est Guido Reni, c'est un élève de Carrache. Et là, on a vraiment... Guido Reni, il avait vraiment pour ambition de rivaliser clairement avec Raphaël. Et voilà, donc ça, c'est complètement dans la peinture classique qu'on retrouvera en France avec Poussin après, un tout petit peu plus tard. En France, mais enfin, Poussin, il a travaillé à Rome donc, tout le temps, donc voilà, c'est un peu à Rome quand même. Et voilà, et là, c'est Caravage. Le Caravage, alors ça, je sais plus ce que c'est, mais c'est... voilà. C'est Je crois que c'est ça, mais parce que j'ai pas forcément un regard sur mes notes à chaque fois en même temps, mais voilà, c'est ça, exactement, bravo, Judith Holofren, bravo. Il me semblait bien que c'était ça, mais... Et là, on a une des caractéristiques du baroque aussi, c'est vraiment qu'on a l'action en train de se faire. Vous voyez, l'action en train de se faire, on la voit bien là, il coupe la tête. Et alors que dans la période dans le classicisme qu'on retrouve aussi à cette époque-là, il y a vraiment un truc plus posé. Voilà, et donc après, ça c'est, je vais à l'envers. Encore Caravage, je ne vais pas toutes les commenter, mais là c'est une annonciation du Caravage. Toujours cette
Et là, c'est Rubens. Alors, là, on passe à Rubens, avec une annonciation de Rubens. Donc, Rubens, c'est un des autres peintres très très importants de cette époque-là, c'est juste un tout petit peu après. C'est un peintre qui aura un travail énorme dans toute l'Europe et des commandes assez partout, de toutes les cours. Et du coup, voilà, il va même être dans une industrie, il aura beaucoup d'assistants pour peindre tout ça. On n'a pas du tout une peinture classique, hein, là, pour le coup. Il y a toujours l'importance de la lumière, le mouvement qu'on voit là, et les lignes de composition qui seront toujours obliques, voire courbes, alors qu'avant on est vraiment dans une rigidité verticale, horizontale. Pardon. Ça c'est pas du tout ça, ça c'est Poussin, voilà, mais c'est pas grave. Là on retourne à Rubens, il y a un petit bug dans le diaporama. Donc là c'est toujours la peinture de Rubens, j'en reviendrai un tout petit peu après. Ça c'est un portrait de sa fille, donc le portrait de sa fille vraiment tout en lumière, tout en Saturne dévorant son fils. Et là donc on a vraiment une composition de Rubens avec tout plein de personnages, des compositions qui sont tout en profondeur, contrairement à des tableaux de Poussin qu'on va voir après. Ça c'est encore un tableau de l'enlèvement des Sabines, pour comparer vraiment Rubens, il va être opposé vraiment à Poussin après, même jusqu'à la fin de l'époque baroque, même s'ils sont au tout début. On a l'enlèvement des Sabines peint par Rubens en 1640 par là, et deux versions de Poussin. On voit que c'est complètement différent. Là c'est beaucoup plus fouillis, tout en profondeur, il n'y a pas vraiment de succession de plans. Là, on est vraiment sur des plans successifs, et plus que dans la profondeur. Il y a des références à de l'architecture classique derrière. Là aussi, mais c'est tout en fondu, c'est tout en lumière, là où... là, on ne peut pas dire qu'il y a un travail de clair-obscur, hein, ni là non plus. Donc il y a vraiment une opposition comme ça, qu'on va retrouver plus tard. Ça, c'est un tableau de Poussin. Alors, c'est assez important. C'est un tableau qui est complètement classique, mais qui est vraiment de la période baroque sur le thème. C'est les bergers d'Arcadie. Et ils sont en train de déchiffrer quelque chose sur une tombe qui dit « Même en Arcadie, j'existe ». Et qui veut dire en fait que même en Arcadie, même dans... L'Arcadie, c'était la Grèce idyllique, un pays, les bergers d'Arcadie, c'est une espèce de pays idyllique comme ça, grec. Même en Arcadie, même dans ce pays idyllique, j'existe, c'est écrit sur une tombe, c'est même en Arcadie, la mort existe. Et donc comme on a vraiment ce truc de la mort, de la souffrance, de tout ça qui est vraiment dans toute la période baroque, et qu'on retrouve aussi pour ça les vanités, la première vanité que je vous montrais tout à l'heure. Les vanités, c'est vraiment les natures mortes avec toujours un crâne ou un squelette, souvent un crâne. Même en Arcadie, j'existe, voilà. Donc c'est un tableau classique, mais sur le thème, on est complètement baroque. À chaque fois, je me trompe de sens. Il y a d'autres tableaux de Poussin où on retrouve vraiment quand même le classicisme. Alors là, par exemple, on a tout dans le cadre. Dans les peintures de Rubens, souvent, ça déborde. Par exemple. Là, on est dans une section de plan, on est dans des lignes qui sont assez droites, il y a très peu d'obliques, alors que dans le baroque Voilà, là je passe à Velázquez. Je fais un petit détour par Velázquez, je vais vite, après on pourra, si vous voulez poser des questions, je pourrai essayer d'y répondre, j'essaie d'avancer. Velázquez, tout à l'heure je vous montrais un tableau de Velázquez, pour vous dire que vraiment il était dans l'opposition un peu basique, Caravage, il est plus du côté de Caravage, c'est un peu plus complexe que ça, mais donc Velázquez c'est un peintre espagnol, mais en tout cas c'est un peintre qui est extrêmement important et qui va être même une des références à l'époque postmoderne, Manet, etc.
tout en référence sur Velázquez. Ça, c'est les Ménines de Velázquez aussi. Donc, c'est un... Hop. On a quelque chose qui est, dont je vous parlerai tout à l'heure aussi, qui est vraiment aussi une des différences entre quelque chose qui serait plus classique, du plus baroque, c'est le coloris. Le coloris, la peinture sur la touche, plutôt que la peinture du trait et la lisibilité de quelque chose qui, quelque part, est plus classique. Là, on a vraiment, avec Velázquez, vraiment un peintre du coloris, comme avec Rubens aussi, hein, bien sûr. On le voit après, peut-être un peu plus, là, dans ce tableau de... Il a peint beaucoup les enfants à la cour d'Espagne, les trucs... Voilà, et dans le petit chien, alors on ne voit pas, il faudrait le voir en vrai le tableau, mais le petit chien, il a vraiment, souvent dans les livres d'histoire de l'art, il est un petit peu comparé au petit chien qu'on trouve dans un tableau de Van Eyck au tout début de la Renaissance dans les Pays-Bas, où Van Eyck il va peindre chaque poil, alors que Velázquez, lui, il fait ça en gros, hop, une touche de lumière, tac, 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 et puis on a vraiment le petit chien qui est là, et c'est plus une peinture de la touche. Là, je passe au paysage, pour montrer un peu une opposition aussi qu'on peut avoir. C'est des tableaux de Claude Lorrain, donc c'est un peu la même chose que Poussin, c'est un peintre français, mais qui travaille pratiquement qu'en Italie. Et donc on a des paysages idéalisés aussi, là, ici et là, ici, avec toujours des éléments d'architecture néoclassique de la Renaissance, et puis toujours, enfin voilà, c'est quelque chose, il y a toujours un soleil qui vient, enfin voilà, c'est des paysages où il fait forcément beau, et là, c'est un peu différent, il faut que je reprenne mes notes 2 secondes pour être sûr de ne pas me tromper de nom, mais on est dans les paysages de la peinture hollandaise de l'époque, de Jan van Goyen, qui vont être beaucoup plus réalistes là pour le coup. Voilà, est-ce que j'en ai d'autres? Voilà, où on a même les moulins, on a des personnages. Alors c'est pas du tout non plus, faut pas voir ça comme, même si je dis que c'est plus réaliste que des compositions idéalisées à la Claude Lorrain. C'est pas non plus une peinture sur chevalet dehors comme on aura après, hein. C'est quand même quelque chose qui se fait à l'atelier, mais où on n'a pas du tout l'idéalisation qu'on peut avoir chez Claude Lorrain. Voilà, alors là je fais... c'est la nature morte. Je reste là avec la peinture des Pays-Bas. La peinture des Pays-Bas, ça ne s'appelle pas les Pays-Bas à l'époque, ça s'appelle les Provinces-Unies, mais enfin voilà, c'est l'équivalent des Pays-Bas d'aujourd'hui. C'est un pays protestant, donc comme je disais tout à l'heure, c'est iconoclaste, il n'y a pas les commandes de l'État ou du pape. Donc ça veut dire que les genres qui sont dits mineurs dans les autres pays catholiques avec des commandes de portraits, de peinture historique, n'ont pas lieu d'être. Et du coup, on a d'autres choses qui sont quand même, il y a des natures mortes, comme je l'ai montré tout à l'heure, la vanité de Champagne, qui sont en France, mais aux Pays-Bas, aux Provinces-Unies, à l'époque, au XVIIe, c'est ces peintures-là, la peinture de genre, la peinture de la nature morte, qui vont avoir une importance, parce que c'est des peintures qui vont pouvoir aussi être achetées par les bourgeois. Ils n'ont pas de commande, a priori, après, en grande majorité, ils peignent les choses, et après ça passe par des marchands d'art, un petit peu comme la période actuelle. Ce qui fait que les peintres aussi de cette époque-là, en Provinces-Unies, sont pauvres ou sont obligés d'avoir une activité annexe à leur peinture. Là, je ne sais plus, pour ce peintre-là, qui s'appelle Claes Eda, mais Vermeer, par exemple, est marchand d'art. Rembrandt, lui, va vivre beaucoup avec la fortune de ses femmes, etc. Mais ce n'est pas la peinture qui vont les rendre riches. Contrairement aux peintres, par exemple, de la cour de Versailles, où il suffit d'être peintre du roi pour avoir
une rente suffisante pour pouvoir peindre. Donc là, on a des... ça veut dire aussi, il y a une des caractéristiques de la peinture hollandaise de cette époque-là, c'est que souvent, c'est des peintures qui sont spécialistes, c'est des peintres qui sont spécialistes. Ils sont peintres de paysages, ils sont peintres de nature morte, ils sont peintres de... Ils font de la peinture de genre, et on peut même peindre de paysages, ou alors il y en a qui vont spécialiser même dans la peinture avec des vaches. Claes Heda, lui, sa spécialité, c'est la nature morte, mais pas seulement la nature morte, c'est la nature morte avec des éléments métalliques, avec des reflets. Et donc, à chaque fois, il y a ces trois, on voit, et toujours des éléments... D'un côté vanité aussi. Complètement vanité, avec des éléments... Parce que c'est toujours les repas, mais les ouais, c'est complètement, après. ouais, C'est après, complètement, hein. complètement. Il y a aussi C'est le reste, cette tendance-là. Il n'y a pas comme un ambassadeur, Ouais. une tête de mort à trouver, mais il y a quand même l'idée de la mort. Bien quoi. sûr, bien sûr. Ça fume. Ouais. Quoi. Elle est présente. Tout à fait. J'avance, on pourra revenir après si vous voulez. Mais... L'idée, c'est pourquoi est-ce que les bourgeois hollandais ouais. aiment ça. Je sais pas. Non, ouais, j'en sais rien. Je sais pas si ça se vendait non plus beaucoup. C'était les bourgeois qui achetaient. Mais en tout cas, c'est les bourgeois qui achetaient. C'est les changements de ce qui apparaît dans les tableaux. Ouais. C'est dû effectivement à la réforme. Ouais. C'est-à-dire que comme les protestants n'aimaient pas des images dans leur temple, Ouais. Eux, ils doivent représenter autre chose. Et ce qu'ils représentent, c'est la vie des nouveaux maîtres, qui est l'homme. Ouais. Mais il la représente quand même avec une gifle romantique qui est la vanité. Ouais. Il y a un côté... Les bourgeois, ils ont toujours aimé se faire maltraiter par les artistes. Quoi. Ouais. On va avancer. Il y a deux exceptions au fait que les peintres des Provinces-Unies se spécialisaient, c'est Rembrandt et c'est Vermeer après. Là, on passe sur des peintures de Rembrandt. Voilà. Et, dans l'intérieur, quand même, c'est aller chercher dans la mécanique du corps. Complètement. C'est la leçon d'anatomie. Ça, c'est assez... Voilà, et je vais passer... Vous savez que l'historien Michelet, par exemple, lui, il allait dans des dissections de cadavres, beaucoup, et en particulier dans les dissections des femmes, parce qu'il voulait trouver dans les sexes des femmes quelque chose qui renvoie au plaisir. Parce que vous savez, pour Michelet, par exemple, vous savez, Michelet, il veut faire l'histoire totale. Hein, c'est son rêve, c'est ça, l'histoire totale. Et dans l'histoire totale, ce qui va faire faille chez Michelet, c'est la femme. C'est pour ça qu'il écrit La Sorcière, qui est un chant féministe, quoi, non, c'est-à-dire d'admiration envers la femme, intelligente, brûlée, etc. Mais à la fois, c'est vraiment une curiosité qui fait... C'est la faille, vous voyez, c'est-à-dire que à la fois dans l'art va apparaître pas seulement la forme épocale, mais la forme épocale structurée autour d'une faille fondamentale. Et c'est pas rien quand même cette faille-là qui l'intéresse à Michelet, dans l'écriture, hein, dans tous les cas, c'est ce qui va aller chercher dans la dissection des cadavres des femmes. Hein, c'est-à-dire, mais où ça se passe pour la femme, non? Il y a quelque chose là qui est c'est présent non représenté, pour dire comme ça, non? Il veut pister, il veut totaliser quelque chose qu'il ne peut pas totaliser, non? Et il écrit La Sorcière, il écrit quelque chose sur cette puissance subversive qui, bon voilà, je pense quand même, c'est pas tout à fait la même forme, mais c'est la même préoccupation. Vous imaginez quand on pense à la universalité de la crainte de la jouissance féminine, n'est-ce pas? Parce que c'est pas simplement, comme dit François Héritier, c'est vrai que la puissance féminine de reproduction fait mourir de peur les hommes, mais il y a aussi cette question de maîtriser cette non-représentation, hein, c'est-à-dire c'est non représenter
de la jouissance féminine qui, quand même, bon voilà, l'excision, l'ablation, n'est-ce pas? Ou Michelet est en train d'aller voir, mais où ça se passe? Où ça se passe, non? Alors, ça, de où ça se passe, moi je trouve que dans la peinture comme ça, cartésienne, pour dire comme ça, non? Cette préoccupation-là, de la mécanique, découvrir la mécanique, il y a toujours ce côté-là de la faille qui est une préoccupation. Non? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu es en train de chercher un truc non représentable qui structure tout. Quand il te fout une tête de mort, ça a cette fonction-là. Mais c'est encore plus fort quand il n'y a pas la tête de mort, non? Quand la vanité, la faille apparaît de façon plus diffuse. Je ne l'ai pas noté, je ne pense pas dire une bêtise, mais je crois que ce tableau-là, c'était une commande un portrait de groupe en fait de médecins légistes et tout ça, voilà, je crois. Il y avait des portraits de groupe comme on peut voir après à chaque fois je me trompe. Comme le, la photo quand tu as ton diplôme. La ronde de nuit là, qui était une ronde de milice en fait, et c'était une commande aussi de cette milice pour être peint par Rembrandt. Voilà, ça c'est un autre tableau de Rembrandt. On voit vraiment que là, ce côté qu'on voyait tout à l'heure chez le Caravage, là, le côté un peu ténébriste, la lumière, etc., ça prend énormément d'importance. Il le fait complètement différemment, mais on est plus dans cette ligne-là. Peinture de Rembrandt encore, Bête sablée. Je vais vite, hein, là. Voilà. Aussi à cette époque-là, là c'est un des portraits très très connus de Rembrandt. Il y avait vraiment cette idée de pas du tout d'idéalisation, même dans les autoportraits. Rembrandt il s'est toujours représenté comme il était réellement, etc. Et même dans des positions, dans des mimiques assez particulières. Et ce type de portrait-là, là, je vous montre que celui-là qui est le plus connu, mais ça s'appelait les Troni. Et c'était vraiment des portraits, mais qui étaient faits avec des mimiques particulières. Voilà, c'était pas du tout dans l'idée de se rendre beau. Non. Du tout. Sinon, c'était loupé. Sinon, c'était loupé. Ouais. Hop. Voilà. Et là, on passe à Vermeer. Vermeer, qui est une vue de Delphes, donc un paysage. Là, c'est complètement différent encore. Après, voilà, est-ce que dans les tendances de ce XVIIe siècle, là, Vermeer serait plus classique ou plus baroque? C'est assez difficile en fait à dire. Souvent, maintenant, les historiens d'art, ils s'embarrassent plus avec ces histoires de taxinomie depuis un moment, mais dans tous les cas, Descola, qu'on suit depuis le départ, un peu par rapport à l'ontologie, Descola, il met Vermeer comme l'exemple de la peinture naturiste, dans lequel, naturaliste, dans lequel effectivement là, l'univers est dans la tête de l'homme, non? L'univers est incorporé à l'homme. Mais ce naturalisme-là, il est vraiment en lien avec le caravagisme. Le Caravage, tu vois, et le Caravage, c'est vraiment la peinture baroque par excellence, comme Rubens aussi, mais du coup, il y a vraiment ce truc d'être à la fois dans cette idée où c'est une peinture de la lumière, aussi de la touche, beaucoup la peinture de Vermeer. Donc là, ça se rattache vraiment à la peinture baroque. Et en même temps, il n'y a pas ce truc qui déborde de partout, c'est toujours très posé, etc. Et ça, c'est plutôt une dimension un peu classique. Du coup, voilà, je vous montre ça, le verre de vin. Il y avait aussi une dimension morale, mais ça, c'est assez difficile à comprendre. Mais en tout cas, cette peinture-là est souvent racontée comme une peinture morale. C'est le verre de vin, ça s'appelle. Donc on voit que on fait goûter du vin à la charmante demoiselle, et puis on a déjà la main pour la resservir. Il y a l'appareil à musique là, qui est la mesure par rapport au cateau, c'est la mesure aussi à la fois. Ça, c'est. En fait, c'est bien de dire ça parce que le Vermeer, c'est un peintre des Provinces-Unies, mais qui est catholique. Contrairement à Rembrandt qui était protestant, mais Vermeer, il est catholique. Du coup, il y a aussi des dimensions comme ça. Et la jeune fille à la perle, le portrait très connu de Vermeer. Alors,
la dernière fois, je m'étais arrêté à Vermeer, et puis comme là j'ai un peu plus de temps, du coup, je vais continuer un petit peu. Parce que là, on a une peinture de Charles Lebrun. Ça, c'est vraiment le classicisme français. Lebrun, c'est un peintre qui sera premier peintre du roi Louis XIV, et, qui va peindre beaucoup de peintures, de plafonds et de décors à Versailles. Et donc ça, c'est un portrait du chancelier Séguier, pardon. Je montre juste ça pour quelque chose d'assez important à la fin du XVIIe en France, qui est une des querelles. Là aussi, c'est pareil, en France, je parlais des académies romaines au tout début mais en France aussi, il y a des académies qui arrivent au XVIIe, sous l'impulsion aussi de Colbert, pas forcément tout de suite, mais Colbert était très important sous le règne de Louis XIV par rapport à toutes les créations de ces académies. Et l'Académie de peinture royale de peinture et de sculpture a été donc fondée entre autres par Lebrun qui a été son premier président. Et donc comme à Rome, je parlais de querelles ou de débats sur des mouvements, etc. Il va y avoir donc toute une série de querelles, la plus importante étant celle qui s'appelle la querelle du coloris. Il y en a eu d'autres, il y a eu la querelle du dessin, alors à savoir si le dessin devait être d'après modèle vivant ou en référence à la statuaire antique, sachant que bizarrement, en France c'était plutôt le modèle vivant déjà, avec des corps où il y avait de la peinture à l'académie qui était déjà le dessin de nu, etc. qui commençait. Mais la querelle du coloris, c'est une querelle importante, sachant que les membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture, en particulier Lebrun, sont des partisans du dessin. Bon, ça va être aussi une querelle qui va s'appeler entre les poussinistes, les partisans du dessin, et les rubénistes, qui seraient les partisans de la couleur. Pratiquement toute l'Académie à cette époque, à l'époque de Lebrun, sont poussinistes, c'est-à-dire avec une importance du dessin. J'ai essayé de montrer ça, à chaque fois je me trompe. Voilà, là on a vraiment, alors c'est complètement différent de Poussin, mais ça se rattache plus à Poussin qu'à Rubens. Et pareil sur celle-ci, ça c'est des peintures de Lebrun. Ce qui est intéressant avec cette querelle-là, je vais vite terminer, mais c'est que si à la fin du XVIIe, il y a les coloristes qui vont gagner cette querelle, et que ça, donc du coup, le classicisme français va après progressivement, mais quand même assez rapidement, basculer sur ce qu'on appellera le rococo, c'est-à-dire une sorte de mixte entre le dessin des poussinistes et le coloris des rubénistes. Donc ça, c'était le classicisme de Lebrun. Après, on a cette peinture qui est une peinture de Mignard. Mignard qui était un ennemi de Lebrun, mais on ne peut pas dire qu'il était coloriste pour autant. Il prend la tête de l'Académie, il devient premier peintre du roi à la mort de Lebrun en 1790. Et ça, c'est une peinture qu'il a faite pour l'église du Val-de-Grâce. C'est la voûte du Val-de-Grâce. Elle sera... Mignard était un ami de Molière à l'époque, et Molière a fait une éloge de cette peinture du Val-de-Grâce en parlant du coloris et en l'assimilant, enfin en étant partisan du coloris, en rentrant dans cette querelle. Aussi, alors que je ne pense pas que Mignard était vraiment un partisan plus que ça du coloris, c'était pas quelqu'un qui était actif à l'Académie, il n'était pas présent dans les réunions de l'Académie au moment de la querelle, véritablement. Hop. Là, on a un autre tableau de Mignard de l'époque, pas grand chose à en dire, mais je l'ai mis comme ça. Hop, voilà. Et je vais faire un détour après là-dessus, mais ça, c'est un tableau
d'un peintre qui s'appelle Antoine Coipel, qui était membre de l'Académie sur la fin du XVIIe et qui lui était complètement coloriste. C'était le seul coloriste de l'Académie. Il y avait une autre personne calée aux réunions publiques de l'Académie et qui parlait beaucoup, qui prenait la parole, qui était Roger de Pile, qui était lui un théoricien de la couleur, enfin qui était un partisan du coloris. C'est pas étonnant de savoir que Roger de Pile avait été ambassadeur à Venise. Et Venise, c'était... je ne l'ai pas montré la dernière fois, mais forcément, mais c'était la ville où peignait Titien, qui était un partisan déjà de la couleur à la Renaissance, en opposition à Raphaël et à Michel-Ange, qui étaient des partisans du dessin. Cette querelle-là, du coup, de la fin de la Renaissance, on la retrouve donc à la fin du XVIIe. Ça, c'est un portrait de Démocrite, donc par Coipel, qui date de 1693, et qui a été... on a un moment dans l'histoire de ce tableau essayé de le faire passer pour un Rubens. Et ça aurait pu. Il y avait une citation, enfin ils ont changé un cadre, il y avait une signature de Rubens derrière ce cadre-là, qui était du coup une signature authentique, sauf que, enfin voilà, c'était un changement de cadre. Voilà. Mais ça aurait pu. Et donc ce peintre-là, qui s'appelle Antoine Coipel, ça c'est un autre tableau de Coipel, va devenir premier peintre du roi à la mort de Louis XIV, donc en 1715, enfin aussi à la mort premier peintre du roi. Et ça va nous emmener, ce truc du coup, vers le rococo, ça j'en parlerai la prochaine fois. Mais c'est vraiment le fait que, enfin voilà, là c'est la victoire des coloristes avec ce tableau-là. Là c'est juste des sculptures, mais c'est pour vous montrer en sculpture un petit peu aussi à cette période-là, à la mort de Mignard en 95. Donc le premier peintre du roi d'après, ça sera Coipel, mais du coup en 1715, longtemps après, il n'y a pas de premier peintre du roi, ça se partage entre plein de peintres de l'époque. Et la direction de l'académie qui était souvent donnée au premier peintre, là elle est donnée à un sculpteur qui s'appelle, je vais retourner, François Girardon. François Girardon qui fait, je me trompe, des choses comme ça à Versailles. Donc c'est complètement de la statuaire classique de Versailles. Mais je vous montre juste celle-là avant, c'est la Sainte Extase, l'extase de Sainte Thérèse du Bernard, pardon. Et donc c'est un tableau, c'est une sculpture, pardon, de 1647, qui est fait pour une église de Rome, où on a vraiment la statuaire baroque par excellence, avec tout son, vous voyez, les plissés, des vêtements, etc. Et puis surtout le visage de la Sainte Thérèse, où on voit vraiment l'extase, où il y avait cette idée vraiment d'être au plus près de... le plus théâtral possible. Voilà. Le théâtre. C'est ça, hein. Dans le côté baroque, il y a vraiment cette idée avec la lumière qui apparaît, le mouvement, tout ça, de vraiment d'être au plus près d'une action en train de se faire. Et alors cette sculpture-là, elle est intéressante. C'est une sculpture qui a été commandée par le Bernin, enfin pas commandée commencée par le Bernin, qui est une statue équestre de Louis XIV et qui a été finie par Girardon. Et donc à la fois, on allait complètement, par exemple, le plissé c'est complètement le plissé du Bernin, et en même temps, on a quelque chose dans le visage qui a été complètement refait, qui est plus un visage classique. Et alors ça montre aussi quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails là, puis je vais m'arrêter de parler après, mais qui est à l'époque de d'abord la construction de la façade du Louvre. Donc c'était une des avant la construction de Versailles. Louis XIV appelle le Bernin parce que le Bernin c'est vraiment l'architecte et le sculpteur de l'époque, et voilà, qu'il fallait avoir avec soi, etc. Mais alors il va venir à Paris, il va faire des trucs à l'Académie, c'est là où il y aura la querelle du dessin modèle vivant, il en fera partie.
modèle vivant ou retour à l'antique. Il va proposer des choses pour le Louvre qui vont être refusées. Il va faire cette statuaire-là, mais qui va être refusée par Louis XIV, pour avoir quelque chose de plus classique, une espèce de, enfin voilà, un goût plus classique. Aussi parce que je pense que Louis XIV aussi avait un désir de gloire. Enfin, l'empire de Louis XIV, il se rêvait aussi, enfin, il rêvait Paris et Versailles comme une seconde Rome, etc. Donc il y avait un retour un peu au classicisme de la Renaissance quelque part, plus que le côté baroque. Voilà, on voit que voilà, au XVIIe, classicisme, baroque, tout ça c'est assez mélangé, c'est assez poreux. À Versailles, il y a des tas de choses. Il y a apparemment des visites. Moi, j'ai vu ça en préparant là sur le site internet du château de Versailles, des visites du palais et des jardins. Versailles classique, Versailles baroque. Voilà, parce que c'est assez mélangé, quoi, tout ça. Mais il y a une dimension plus classique en même temps. En architecture, là, j'ai pas du tout parlé d'architecture, mais on a aussi cette même opposition, où avec l'architecture de cette époque qui serait plus classique, avec voilà, et en même temps, si on voit l'église du Val-de-Grâce comme j'en ai parlé tout à l'heure pour la peinture de Mignard, on la voit, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus classique que des tas de choses qui se sont faites en Italie à l'époque baroque, mais en même temps, quand on regarde le tout début du baroque et l'église du Val-de-Grâce, il n'y a pas une grande différence. Voilà, je m'arrête là. Non, peut-être ça serait Sophie bien. a des questions, tout ça. Oui, voilà, ça serait bien qu'on parle un tout petit peu parce que bon, Norbert, il a présenté comme ça des peintures, des mouvements. Peut-être ça serait bien que nous, on essaye un tout petit peu maintenant de voir à quoi ça renvoie, ça, un tout petit peu. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, moi j'ai une idée parce que je ne connais rien du tout là-dedans, mais une idée, ça serait de se dire. Peut-être ne serait-ce que par rapport au contenu, hein, c'est-à-dire par rapport à la représentation, ce qu'on voit, n'est-ce pas ce qu'à moi, avec les questions que je me pose, ce qu'à moi m'apparaît, mais peut-être c'est un tout petit peu forcé, je sais pas, c'est que par rapport au motif, on voit effectivement cette émergence petit à petit des figures, de l'homme, jusqu'à arriver à un changement total, c'est-à-dire chez les Hollandais, quand on voit ces villes-là, qui sont des villes de commerçants, hein, c'est-à-dire on voit des ports, des villes de commerçants, des barques, on voit c'est le côté industrieux. Hein, alors on dirait que ce qu'on peut voir par rapport aux motifs représentés, d'abord est plus lié au catholicisme du Vatican. On voit l'émergence, comme tu le faisais remarquer la dernière fois, du peintre, mais petit à petit, par les côtés, disons, je sais pas, de la capacité vertueuse du peintre mise en avant, hein, au point que si c'est une pietà, comment dire, une pietà, ou si c'est une annonciation, les sujets apparemment sont les mêmes, n'est-ce pas? Mais simplement, les sujets sont les mêmes parce que on ne sait pas trop quoi représenter d'autre, parce que quand même représenter, c'est représenter ça. C'est représenter la vie vraie. Vous voyez, la vie vraie par rapport à la vie des hommes qui n'est là que pour illustrer, pour accompagner un tout petit peu ces motifs-là. Et petit à petit, ce que moi je vois, c'est cette émergence du peintre, cette émergence de la capacité de virtuosité de l'homme, tout en gardant les mêmes sujets. Et avec la réforme, effectivement, va apparaître tout à coup les nouveaux sujets. C'est-à-dire, il apparaît les hommes, les femmes, la ville comme une merveille, c'est-à-dire la ville vous imaginez qu'est-ce que c'était Amsterdam à l'époque, c'était quand même un des centres du commerce, de la pensée. Et il faut voir, Spinoza était là. C'est-à-dire, c'est vraiment la pensée subversive. Il faut, pour faire un tout petit peu des parallèles comme ça, il faut quand même se rappeler, hein, au milieu de tout ce qu'on raconte par rapport aux dates, ce qu'on voit, pardon, c'est en 1650, il y a la Révolution anglaise, et on lui coupe la tête au roi.
hein, c'est-à-dire c'est Cromwell. Hein, et cette révolution-là est une révolution faite dans un pays où l'homme était déjà là. Hein, l'homme était déjà là, il y avait déjà eu la rupture avec le Vatican, n'est-ce pas? Et vous savez que Spinoza et les Hollandais, ils subissent la même déception que nous avons subie par rapport au stalinisme, par exemple, par rapport à Cromwell. Hein, c'est-à-dire que la révolution de Cromwell, ce fut un moment d'un grand, grand espoir pour tous ces humanistes qui étaient déjà là, n'est-ce pas? Et effectivement, Cromwell devient un tyran. Il connaît grosso modo la même évolution que Staline, hein, c'est-à-dire il coupe la tête au roi, il change la constitution, etc., etc., et finalement devient un tyran. Non, c'est-à-dire c'est la grosse déception. Hein, c'est-à-dire c'est comme si cet homme qui même politiquement essaye de s'arracher de la tradition, des autorités, quelque part va échouer. Hein. Il y a cet échec-là anglais qui est un échec pour toute cette intelligentsia, pour tous ces artistes de cette Europe-là, et est un échec très très douloureux. Hein. On est quand même 1650, 1700, on est au début de ce que nous aujourd'hui on appelle dans l'après-coup l'anthropocène. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment ce dont parle plus tard Dickens, hein, c'est-à-dire, mais qui commence là, hein, c'est-à-dire commence la production des tissus à grande échelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, alors, c'est un peu pour voir un peu dans ces changements-là qu'est-ce qui est en train de se passer, hein, c'est-à-dire, je donne un peu comme un patchwork pour pouvoir après revenir sur les contenus que Norbert a montré, hein, c'est-à-dire 1650. Vous voyez, 1600, on brûle Giordano Bruno. On brûle en place publique Giordano Bruno, hein, qui est un révolutionnaire néoplatonicien, comme ça. Et en 1660, Galiléo, il est appelé au Vatican, hein, et vaniteux comme il était, il va au Vatican convaincu de sa raison. Et au Vatican, vous savez, on lui montre les instruments de torture, on lui dit, est-ce qu'après ça, tu penseras toujours pareil? Et le mec, il dit, certainement pas. Non, vous savez que quand même, il y a quand même quelque chose, c'est une hypothèse, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une hypothèse qui vient du théâtre. Bertolt Brecht, lui, il dit que la défaillance, pour dire comme ça, de Galilée, c'est ce qui a trahi la science, hein, c'est ce qui a donné un fondement tordu, pour dire, je ne sais pas les mots, je ne me souviens pas exactement les mots de Bertolt Brecht, mais il dit que l'effet que voilà, il n'a pas pu tenir, non, face au défi du Vatican, a donné un départ à la science moderne tordu. Hein. Il y a une faille originaire, comme un péché originaire, de qu'il n'a pas pu tenir. Mais au même moment, le Vatican, qui est en plein encore dans la contre-réforme, en essayant de s'adapter sans trop s'adapter, qu'est-ce qu'il fait le Vatican? C'est très très, vous voyez les tours de l'histoire, c'est très proche de ce qui se passe aujourd'hui avec Francisco, non, avec le pape. Et c'est-à-dire que l'Église, elle utilise des cartes de navigation qui comptent avec les découvertes de Copernic et de Galilée, mais il condamne Galilée. Hein, il dit, si jamais tu continues à dire ce que tu dis, on va te torturer. Mais vous savez que ça fait simplement 17 ans que le Vatican a fait le mea culpa par rapport à Galilée. Non, c'est bon, ça prend du temps, mais bon, ça finit par... tout arrive, comme l'émission de France Culture. Non. Mais vous voyez, c'est pour donner un tout petit peu cette idée de ces formes qu'on a vues, un peu comme ça. Et effectivement, comme on discutait avec Norbert avant, c'est-à-dire dans le baroque, il y a un coup de balancier à la fois du mystère. Hein, le mystère revient. Hein, c'est-à-dire la nature n'obéit qu'à des causes mécaniques. Tout est mécanique, tout est connaissable. Vous voyez? Et connaissable voulait déjà dire aux origines comptable.
Hein, ça veut dire comptable, ça veut dire représentable. Donc, dans la peinture, je pense que si on peut un peu revenir à ce que Norbert nous a présenté, bah, la question de la représentation, c'est pour ça que j'ai évoqué, c'est un détail, mais bon, j'ai évoqué la question de Michelet par rapport à la dissection qu'on voyait là. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, la question de la représentation est une question centralissime. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout représenter ou est-ce qu'il y a des non représentables, hein? Alors bon, c'est par rapport à ce qui nous intéresse, hein, disons, à moi il me semble que c'est ça qu'il faut un peu avoir en tête. Alors, je ne sais pas par rapport au contenu, si toi tu es d'accord avec ce que, comme ça, cette évolution dans les contenus, parce que c'est vrai que ceux qui sont sur les dessins, ceux qui sont sur le coloris, à l'époque, ils se déchirent comme à l'époque pouvaient se déchirer, vous voyez, les maoïstes et les trotskistes. Sauf que ils se déchiraient, ils s'entretuaient, c'est-à-dire, vous voyez, dans la guerre civile espagnole, Staline a fait exécuter tous les anarchistes et tous les trotskistes, et c'était des ennemis mortels. Et simplement, 50 ans plus tard, je ne sais pas, je peux vous dire par rapport à nous, les latino-américains, c'est-à-dire, ce qu'était les Che Guevara, c'était l'antisoviétisme total. Vous voyez, c'est-à-dire, mais c'était absolument anti-parti communiste. Et aujourd'hui, je ne m'épuise même plus, 40 ans plus tard, vous voyez, simplement. Je ne m'épuise même plus à expliquer que les Che n'étaient pas un membre du Parti communiste. Vous voyez, c'est-à-dire que. Or, pour les gens, vous voyez, c'est-à-dire, sur les coups, il y a les Che Guevara avec ce qu'ils représentent, qui est trahi par le Parti communiste bolivien. Vous voyez, qui les laisse tomber. Bien entendu, Castro ne pouvait pas ignorer ça, vous voyez, il les laisse tomber, et donc il les laisse mourir là, parce qu'il les cassait les pieds, quoi, les Che. Or, tous ces mouvements-là, à vrai dire, les pires des staliniens, qui s'appelaient Monges, le secrétaire général du Parti communiste bolivien, et les Che, c'est des trucs, vous voyez, tragiquissimes sur les coups. 40 ans plus tard, on se rend compte que tout ça, ça fait partie d'un mouvement qui, dans l'histoire, passe comme la tentative d'émancipation par la prise du pouvoir. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a un truc comme ça, on ne nie pas toutes ces contradictions, toutes ces conflictualités, cette complexité, non? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir et la complexité de l'époque, mais aussi essayer de, nous, dans tous les cas, ce qu'on voudrait, c'est aussi cerner ces époques, hein, c'est-à-dire ces parenthèses, hein, c'est-à-dire les époques, comme étymologiquement, les parenthèses, non, c'est-à-dire que ces parenthèses à frontières floues, avec des contradictions terribles dedans, c'est-à-dire effectivement le baroque et les vanités au cœur de l'homme, non, déjà naissant, déjà en plein épanouissement, vont le rappeler que, mais de toute façon, tu vas crever. Vous voyez, par exemple, dans je ne sais pas, Henri IV, je vois celui que tu as montré là, qui était avec l'ombré là au-dessus, c'est quel roi de France c'était? Le chancelier Séguier, je crois. Les chanceliers, voilà, les chanceliers. Ah, je me trompe. Là, vous voyez, les chanceliers, voilà, les chanceliers. La seule vanité qui existe, il est dans sa tête, vous voyez. Parce que vous voyez la symétrie du tableau, la centralité de la gueule du con, non? C'est-à-dire que, effectivement, toute la lumière, tout est en fonction du con, non? Et, vous voyez, c'est-à-dire, moi je pense que ça sert, plutôt que d'avoir des discours un peu trop ordonnés, non? Ça sert d'avoir comme des échos, hein? Et on s'est dit, ah ben merde, Machiavel. Vous voyez? Machiavel, c'est un siècle et demi, 2 siècles avant. Hein? 2 siècles avant, Machiavel, qui dit, Machiavel de quoi il parle? Machiavel parle de le pouvoir, le prince, etc. Dieu là-dedans, il n'y a aucune place. Vous voyez, c'est-à-dire le prince, Dieu ni oui ni non, c'est-à-dire c'est l'homme et son pouvoir. Hein? Et alors, bon, voilà, c'est-à-dire là, une peinture anachroniquement
Machiavel aurait pu mettre cette peinture-là comme couverture du prince, hein, c'est-à-dire cet homme pour lequel ni le ciel emporte, ni la terre emporte, ni les hommes emportent. Ce qu'importe, c'est cet désir de pouvoir, vous voyez, qui est, effectivement, déloge absolument Dieu, parce qu'avec Dieu, il y a des arrangements, il y a l'achat des, comment ça s'appelle, d'indulgence, n'est-ce pas? Et c'est une des critiques qui va faire la réforme, hein, c'est-à-dire, mais la réforme fait une critique à l'achat d'indulgence, qui font les cathos. Mais à la fois, vous voyez, l'achat d'indulgence signifiait quand même quelque chose qui cassait déjà la fatalité des autorités, parce qu'on pouvait s'acheter ça. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus important à l'époque de la réforme, c'est que les cathos, ils vont inventer quelque chose qui est le purgatoire. Vous voyez, Legoff, il a un bouquin sur le purgatoire, très intéressant. Et c'est quoi le purgatoire? Le purgatoire, c'est ni plus ni moins qu'au cœur de l'Église catholique, une fois encore, l'Église catholique, pas pour rien, elle a duré déjà au moins 200 fois plus que le Kremlin, non? C'est-à-dire, au cœur de l'Église catholique, l'idée de purgatoire est l'idée ni plus ni moins de self-made man, non? Je voulais dire avec mon accent, vous avez compris, non? Voilà. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un espace, les cieux, la terre, aristotéliciennement, d'après saint Thomas, rien ne peut bouger, tout est fixé pour toujours. Oui, mais au milieu, il y a une sorte d'ascenseur social, vous voyez, pour les morts, qui permet de passer de l'enfer aux cieux, vous êtes là au milieu, ça dépend, vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit toutes ces préoccupations-là qu'il faut la voir dans sa complexité, hein, dans sa complexité que c'est un tout petit peu pour faire une sorte d'extrapolation, mais c'est juste pour provoquer un peu la discussion, parce que plus on s'approche à la question de l'organicité art-époque, plus on s'approche au projet de recherche que nous avons envie de lancer, non? Et sur les plateaux et sur d'autres. Hein. Et effectivement, quand aujourd'hui on dit il y a une contre-réforme, c'est quoi la contre-réforme par exemple? La contre-réforme, ça pourrait être effectivement la manif pour tous, non? Mais c'est aussi l'islam militant, par exemple, hein, c'est la contre-réforme. Or, la contre-réforme est s'inscrit d'emblée et absolument dans un mouvement postmoderne. Vous voyez, c'est-à-dire que ça fait partie, les formes. Vous voyez, pourquoi? Parce que bon, l'islam politique est un islam qui est absolument structuré d'après la postmodernité, la technique, l'économie. Vous voyez, c'est-à-dire. Donc, c'est important d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons distinguer des époques, des parenthèses floues, avec des éléments contradictoires dedans, mais qui quand même déterminent des grands blocs. Non, qui quand même déterminent des grands blocs. Non, parce que bon, après la pause, la prochaine fois, on va continuer avec Nicolas, toi Norbert, non? Et la Karine. prochaine fois, avec Karine, on termine. Je ne sais pas si Nico, on aura le temps de faire aussi ça. Ouais. Parce que nous, on va essayer de voir les formes artistiques en essayant de les articuler à l'époque. De la façon la moins dogmatique possible, parce que nous, c'est là où c'est pas un cours, vous voyez, c'est pas que nous, on veut transmettre ça. C'est notre hypothèse de travail. Vous voyez, c'est peut-être un peu bizarre, c'est un peu le côté bizarre de l'expérience ici au Safran. C'est une hypothèse de travail. Vous voyez, c'est-à-dire, donc cette hypothèse de travail, c'est quelque chose qu'on voulait vous engager, vous stimuler pour développer ça, n'est-ce pas? Mais on n'a pas un discours tout fait qui montre et voilà la chose, n'est-ce pas? Bon, alors, moi je voulais, après la pause, revenir dans un petit tour de l'organicité. Parce que finalement, ce qu'on est en train d'essayer de comprendre là-dedans, c'est ces formes-là de quelle unité organique parlent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais, bon, de Dieu, en tant que cette unité organique particulière, hein, on passe à l'homme. Hein.
On passe d'un paradigme à l'autre, d'un monde à l'autre. Hein. Alors, je voulais revenir un peu sur la question de l'organicité, à quoi on nomme organicité, en me servant un tout petit peu au milieu là, de l'exposé de Karine et Norbert, me servant un tout petit peu de référence pour qu'on puisse dialoguer par rapport à ce qu'on a commencé à voir. Non? Mais l'objectif, ça serait d'arriver au mois de juin avec des travaux sur plateau, avec des expériences un peu comme ça, mais d'arriver à où? À un point que nous, dans les groupes intermédiaires, on a commencé à développer, qui est de voir comment nous pouvons comprendre ce devenir entre du monde analogique du Moyen-Âge, non, en Europe, à l'émergence de l'homme, hein, vers la postmodernité. Et alors là, il y a deux sujets que nous voulons développer, qui est ces quatre ontologies qu'on avait présentées avec Descola depuis le début, et qu'il y a des textes un peu dans des sites, non, tout ça. De ces quatre ontologies-là, puisque notre problème est qu'est-ce qui va faire unité, hein, qu'est-ce qui va faire unité aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, je vous rappelle ça, c'est-à-dire là, vendredi, j'ai dû faire une intervention à la fac de Toulouse dans un congrès sur biologie et synthèse. Et effectivement, c'est-à-dire, les biologistes sont, je les comprends, hein, c'est-à-dire les biologistes pratiques, disons, ils sont éblouis par la puissance qui se développe. Hein, c'est-à-dire, vous savez, la biologie de synthèse, aujourd'hui, ce n'est plus les génies génétiques dans lesquels on change un gène, on modifie un gène. Carrément, on considère le corps de l'organisme en question, humain, animal, végétal, on le considère comme un châssis dans lequel on va mettre carrément un génome. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est en train de créer, je fais parvenir à Céline, elle va vous faire parvenir, va mettre dans le site, un article que, n'est pas de moi, hein, c'est d'un journaliste scientifique, qui a fait un article sur la biologie de synthèse. Pourquoi je parle de biologie de synthèse en parlant d'organicité? Parce que justement, c'est-à-dire dans la biologie de synthèse, il y a la matérialisation de pas des formes de notre époque, de l'époque postmoderne, vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans la biologie de synthèse, on est en train de produire quelque chose que les plus jeunes, malheureusement, ils vont le connaître. Nous, peut-être, on connaîtra juste les débuts, on va mourir avec l'angoisse, qui est le développement exponentiel d'hybrides. Vous voyez? Dans l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y aura une hybridation générale. Or, moi, par exemple, le vendredi, on peut mettre les colloques sur la biologie de synthèse aussi en ligne, c'était très intéressant. Vendredi, je ne voulais pas aller du côté éthique ou économique, je voulais simplement montrer, d'un point de vue vraiment de la biologie de synthèse, ce que moi j'avais à dire. Mais ce qui est clair, c'est que faute d'un paradigme régulateur, non? Quel est le paradigme régulateur de cette puissance technico-scientifique aujourd'hui? L'économisme, la macroéconomie. Vous voyez? C'est-à-dire que les chercheurs en biologie, ils peuvent tout changer, tout hybrider. Vous voyez? Alors, vous comprenez, ça veut dire tout hybrider. Ça veut dire, par exemple, que les problèmes de la pollution, je mets un exemple qui est canonique dans le milieu, non? Les problèmes de la pollution, comme il ne peut pas être résolu par une décroissance quelconque, il pourrait être, dans la tête des biologistes, il pourrait être résolu par des changements génétiques qui bloquent le développement des cancers pour les populations exposées. Vous comprenez? C'est-à-dire que, donc, il y a, c'est pas demain, hein, il y a cette possibilité aujourd'hui offerte d'une puissance de tout changement, dans lequel le seul principe formel, c'est pour ça la forme époque, le seul principe formel d'autorégulation, de régulation, d'intégration organique de la négativité, le seul principe est macroéconomique. Vous voyez? C'est-à-dire,
tout ce qui donne des sous, c'est fait, tout ce qui ne donne pas des sous, c'est fait pas. Vous voyez? Et tout ce qui donne des sous, bah, on sait très bien qu'est-ce que c'est du don des sous, c'est cette sorte de dérégulation, parce qu'on se demande, vous voyez, pour les biologistes moléculaires, la biologie synthèse, la question c'est, je trouve des nouvelles puissances, des nouvelles puissances, des nouvelles puissances. Et tout principe holistique, hein, tout principe qui vient réguler depuis une vision d'ensemble, apparaît comme religieux, apparaît comme contre-réforme. Sauf que dans cette liberté totale de la recherche, ce qu'il ne voit pas, c'est que la recherche, elle n'a jamais été autant capturée par une idéologie, vous voyez, qui est l'économisme. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est quand même incroyable. C'est incroyable que l'évolution de la vie sur Terre n'est plus du tout donc orientée, limitée, régulée par des paradigmes religieux, idéologiques. Hein. Elle est absolument limitée, mais avec une limitation totale qui est donnée par l'économicisme. C'est-à-dire la macroéconomie oriente ça. Alors donc, l'idée de l'organicité, c'est quoi? Ce que nous cherchons. Hein? Dans cette bordel tous azimuts, c'est sans forme, chaotique, d'une puissance incroyable actuelle. On dit, où est-ce qu'il y a des noyaux d'émergence organique, vous voyez, qui peuvent trouver des formes de régulation autres que la macroéconomie. Puisque vraiment, la dérégulation est une illusion. Vous voyez, c'est-à-dire que la dérégulation, c'est ce que nous, en tant qu'êtres vivants et humains, on voit. Mais la dérégulation, ce n'est pas une dérégulation, à vrai dire. Vous voyez, la dérégulation de la recherche, la dérégulation économique, la dérégulation urbanistique, la dérégulation démographique, c'est ce que nous voyons. Mais ce que nous nommons dérégulation est, à vrai dire, la régulation archidisciplinaire de la macroéconomie. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est de dire, mais quelle forme organique en dispute, vous voyez, darwinienne, hein, c'est-à-dire c'est comme des formes darwiniennes qui sont en rivalité darwinienne pour les territoires. Quelle forme organique qui préserve la vie, donc qui développe d'autres mécanismes d'autorégulation, commence à émerger ou pas? Là où nous ne faisons pas de l'idéologie, c'est qu'il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui devrait être. Pourquoi est-ce qu'on parle des recherches? Parce qu'on dit, bon, si on commence à piger un tout petit peu qu'est-ce qu'est une forme organique liée à l'époque, à travers l'art, si on commence à piger ça, peut-être on sera capable de trouver dans des terrains limités, c'est toujours des quartiers, des régions, où est-ce qu'émergent des formes auto-organisées en dispute avec les formes dominantes. Vous voyez? Ce n'est pas l'idée de dire qu'est-ce qui devrait exister, mais c'est l'hypothèse de dire qu'est-ce qui est en train de commencer à résister, comme forme auto-organisée. C'est pourquoi, bon, après la pause, l'idée c'était de revenir un tout petit peu à ça, hein, c'est-à-dire, j'ai commencé déjà plusieurs fois à développer, mais bon, c'est toujours spiralaire, hein, on va aller un peu plus loin par rapport à qu'est-ce qu'on appelle une forme organique. Et l'autre point auquel on voudrait aller pour dire vers où on va, hein, c'est l'homme postmoderne. Hein, c'est-à-dire, il est très très important d'être capable de comprendre si la modernité finissante a construit une sorte d'atomisation individuelle, comment la postmodernité va démolir même y compris l'individu pour la construction de la nouvelle figure humaine qui est le profil. Hein? C'est-à-dire qu'il y a cette figure absolument vide qui, d'une pure extériorité, oriente nos vies, on s'identifie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'émergence du profil comme nouvelle forme anthropologique. Hein? Là-dedans, il y a beaucoup de questions. Hein? C'est-à-dire, une question, c'est rendre compte que l'analogisme, le totémisme et l'animisme sont des formes contemporaines de l'apparition de ce qu'on appelle l'homme. Contemporaine. Tout de suite, il y a eu ces trois formes-là avec des variantes énormes, mais tout de suite, il y a eu ça.
En que ce qu'on appelle l'époque de l'homme, la modernité, apparaît à un moment donné de l'histoire et il connaît un début, un apogée et une fin. C'est pourquoi c'est important aussi de revenir par rapport à cette époque de l'homme et voir comment, quelque part, il n'a jamais existé cette époque de l'homme comme autre chose qu'une tendance très importante, mais que les hommes et les cultures ont continué à vivre dans des figures totémiques, animistes, analogistes. Vous voyez, c'est-à-dire que la vie réelle, elle a continué comme ça, non? La vie réelle a continué comme ça. C'est quelque chose que Descola, il évoque quand il dit « Dans une seule journée, je suis totémiste, analogiste, animiste, n'est-ce pas ?» C'est-à-dire que qui est l'échec de cette idée de l'homme comme la rationalité totale, hein, que j'évoquais avec la lettre de Benjamin Constant, vous vous rappelez, à Kant, hein, quand il lui dit « Bon, mais écoutez, votre principe universel de la raison universelle ne fonctionne pas, et que nous sommes les orphelins, hein, de ça, puisque nous sommes dans le monde dans lequel l'irrationnel, ça y est, l'irrationnel a gagné, et la vanité, si aujourd'hui on devrait peindre des vanités, et on devrait voir ça dans l'art, la vanité, ça serait la de la raison pure, la vanité, ça serait un urbanisme rationnel, la vanité, vous voyez, c'est-à-dire que les vanités apparaissent comme ce qui a voulu, ce qui a prétendu qu'un certain ordre rationnel existe en tant que la vérité du monde est cette sorte de désordre absolument nominaliste, atomisé, non, cette réalité atomisée, qui ne laisse pas la place à l'émergence d'aucune forme, parce que toute forme serait réactionnaire, à abolir. Là-dedans, c'est important de voir l'émergence de nous en tant que profil. Vous savez, j'ai appris il y a quelques jours que parmi toutes les utilisations d'algorithmes de profilage, les partis socialistes, dans sa connerie sans fin, excusez-moi les camarades, mais les autres c'est pareil, moi qui ai prétendu faire de la politique autrement avec les Verts, je me suis rendu compte que c'était parce qu'ils étaient juste verts et pas mûrs. Maintenant qu'ils sont mûrs. Mais donc, c'est contre personne en particulier. Mais bon, il s'avère que les socialos, ils utilisent, les jeunes socialos, bien entendu, ils utilisent, parce que, vous voyez, les maires de Florence, après je vais vous raconter ça, non, le maire de Florence, il a 38 ans, et il vient de faire un coup d'État dans les partis communistes, le Parti démocratique s'appelle. Il a viré tous les membres du comité central du bureau politique de plus de 40 ans. Et maintenant, il s'est dit, je suis communiste berlusconien, donc le premier homme qu'il a rencontré quand il était nommé premier président du conseil, c'était Berlusconi. Hein. Et il s'avère qu'à Florence, il y a une tour avec une montre qui a une seule aiguille. C'est une montre de 1700 et quelques, non? Donc à l'époque, effectivement, il y avait une seule aiguille dans les montres, parce qu'il suffisait de voir grosso modo quelle heure était. Et alors donc lui, dans sa postmodernité berlusconienne de gauche, il dit, mais merde, il faut le mettre en aiguille de minutes. Parce que ça ne sert à rien cette montre-là, non? Les touristes, ils loupent leur car, je sais pas. Et alors, les conseils, faisant preuve d'un courage partisan incroyable, ils ont dit non, monsieur le maire, c'est une montre de 1700 et quelques, on ne doit pas. Bon, alors il a reculé, non? Mais c'est-à-dire cette idée comme ça, bon, voilà. Alors, dans les jeunes socialistes, non, dans cette course vers la postmodernité, ils ont importé un logiciel avec un algorithme produit dans les mythes. Vous savez, Massachusetts, c'est ma résistance et latino-américain, j'arrive pas à parler la langue du maître. Bon, voilà, les Massachusetts Institute de Technologie, MIT, voilà. Voilà, c'est un mythe, quoi. MIT. Et ils ont apporté un logiciel qui les permet de savoir, par profilage, bien entendu, quels sont les quartiers avec une finitude de trucs qui va par pâté de maison,
dans lesquels ça vaut la peine de faire du porte-à-porte. Vous avez lu ça c'est-à-dire que, donc, et les mecs ils ont emporté l'élection, je ne sais pas où, grâce à ça. Vous voyez, parce qu'effectivement, et on s'en fout de qui vit là. On s'en fout de. Vous voyez, qu'est-ce que c'est le profilage, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le profilage, c'est chacun de nous en train d'être vidé de toute substance parce qu'on est profilable. Alors, l'objectif, c'est arriver à faire un tout petit peu une sorte de compréhension des formes artistiques, de quoi ça parle, par rapport à cet homme postmoderne. Hein? Giuseppe Longo, l'épistémologue, il me parlait, je ne sais pas si je vais faire référence ici, je ne crois pas, d'un travail qui est fait par Google, dans lequel, par rapport à votre utilisation de la carte de crédit, ils peuvent déterminer qui va divorcer dans les prochains 3 ans. Vous avez ça, non? Et donc, effectivement, c'est-à-dire, sont des courbes et des Gauss. Elles sont des courbes et des Gauss. Alors, 80% des gens qui utilisent la carte de crédit comme ça, aujourd'hui, 80% de ces gens-là, ils vont divorcer. Alors, après, comme dans toute courbe de Gauss, vous savez, la courbe de Gauss, elle descend, mais elle descend doucement sur les bords. Hein. Ce n'est pas une courbe très épanchée. Hein. Alors, donc, après, il reste 10% et 10%. Parmi ces 10%, il y a 5% et 5% qui se tapent dessus, mais restent ensemble à cause des Gauss. Et 5% et 5% qui ils continuent à s'aimer. C'est une erreur de la nature. Voilà. Alors, effectivement, vous voyez, c'est-à-dire, vous faites attention, alors que tu as vu qu'est-ce qu'elle achète? Tout à fait. Là, elle est en train vraiment de se foutre de ta gueule avec ça. Alors, vous voyez, c'est-à-dire les vidages de l'homme, non? Les vidages de l'homme de la modernité passent. J'étais en train de raconter ça dans un groupe de travail sur la banlieue, etc. Et alors, il y a un mec, Max, pour ne pas le nommer, non, qui dit non, mais moi, je m'en fous. Il dit, mais si tu t'en fous, tu rentres juste dans les profilages de ceux qui s'en foutent. Parce qu'effectivement, c'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé de me divorcer. Voilà, c'est un truc incroyable, mais je vous le raconte parce que ça m'est arrivé. Non, quand on divorce, c'est une sorte de tempête terrible, c'est très intime, je ne sais pas quoi. Vous imaginez, Google, il savait 3 ans à l'avance. Alors, donc, ces profilages-là est vraiment les rêves cartésiens aboutis de que tout soit soumis à des lois de la mécanique. Hein? Et c'est là la question. Hein? La question, c'est quand on a commencé à voir la plasticité cérébrale, etc., etc. C'est vrai que le moment où, pour le dire d'un point de vue un peu théâtral, non, mais c'est comme ça, les moments où un cerveau humain, vous savez, le cerveau humain, il a étudié les astres, les étoiles, les microbes, les montagnes, l'histoire, en tant que sujet qui étudie un objet. À un moment donné, le cerveau humain choisit comme objet un cerveau humain. Et le décortique. Et il trouve que tout est surdéterminé. Sauf que quand l'autre con finit d'analyser, il dit « Ah merde !» Donc, je suis sur... Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme un marionnettiste que tout à coup, la marionnette se retourne et dit « Tu es une marionnette. » Vous voyez? Et c'est ce qui se passe dans l'époque du profilage final. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que tout à coup, c'est comme si Dieu avait pris comme objet, il n'est pas con Dieu, il n'a jamais fait ça, vous voyez. Si Dieu avait pris comme objet d'étude, Dieu, vous voyez. Alors, ah merde, pourquoi ah merde? Parce qu'à la fin du rêve de l'homme neuronal d'échangeux, vous voyez, et échangeux c'est 40 ans, hein, avant. Aujourd'hui, on a des tissés. À la fin du rêve de l'homme neuronal, ce qui se passe, c'est tout bêtement que les sujets de la connaissance devenus objets de la connaissance se détissent. Et il n'y a plus de connaissances. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a notre monde. Il n'y a que de l'information. Pourquoi? Parce que la connaissance implique un sujet de la connaissance
un objet de la connaissance et une interface qui est la connaissance, vous voyez, avec tout ce dont jouit quelque chose qu'on appelle un organisme. Mais c'est un peu pour faire pour arrondir les choses, non, pour dire, bon, de quoi on est en train de parler. Sinon, on ne fait pas de pause. Alors non, faisons la pause et après on va revenir un peu sur la question de l'organisme. C'est juste, vous voyez, comme un point de rappel au milieu. Et après on va continuer avec les formes. Mais nous semblait important d'avoir en tête ce qu'on est en train de chercher dans toutes ces images qu'on montre. Non? Bon, on fait 15 minutes de